Rebonjour. On va commencer la session numéro 2 sur l'impact individuel et collectif de la fibromyalgie. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir 4 intervenants. Donc, Josquin Debaz, qui est sociologue à l'École des hautes études en sciences sociales, dans le groupe Sociologie pragmatique et réflexive à Paris. Ensuite, Yves Roclor interviendra. Il est spécialiste de médecine du travail au CHU d'Angers. Il appartient aussi à une équipe INSERM, épidémiologie en santé au travail et ergonomie, à l'université d'Angers aussi. Ensuite, nous accueillerons Julie Berbis, qui est spécialiste en santé publique de l'université Aix-Marseille, unité de recherche santé publique et maladies chroniques, qualité de vie, concept, usage et limites déterminants à Marseille. Et ensuite, nous accueillerons Nathalie Fleury-Pelletier, qui est économiste de la santé à l'INSERM, au Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations à Paris. Alors, je vais donner la parole à Josquin Debaz, et puis surtout, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, et puis nous essaierons de répondre à vos questions dans la petite pause à la fin, la partie à la fin où on répondra à vos questions. Voilà. Donc, allez-y. Merci, bonjour. J'attends mes diapos. Alors, on attend les diapos. Voilà, c'est un petit peu... Ça vient. Voilà. Voilà, donc... Très bien. Voilà, c'est parti. Si la dénomination de fibromyalgie est assez relativement récente, les troubles qu'elle englobe ont une histoire et ont été déjà catégorisés au cours du temps de certaines manières qui vont impacter ou ont pu impacter sur le parcours de cette entité médicale. On va retrouver en fait dans ces dénominations, dans ces regroupements, des aspects pluriels et dès le 19e, une dénomination qui va se rapprocher assez fortement de ce qu'on va actuellement appelé fibromyalgie, qui était le terme de fibrositis, qui correspondait finalement, qui était rapproché de rhumatisme musculaire, hein, mais également d'autres désignations, en particulier celle de la neurasthénie, qui visait cette fois principalement à catégoriser des plaintes féminines et qu'on peut en grande partie rapprocher ou qui vient remplacer une ancienne désignation qui était plus celle de l'hystérie, du coup avec toujours ce marqueur féminin et psychologisant très prononcé. On va retrouver des catégorisations assez proches également, cette fois plus pour les hommes, dans des troubles remarqués auprès de militaires, hein, après différents conflits, soit durant la Seconde Guerre mondiale et après, soit durant la guerre du Golfe et après. Progressivement, ces appellations vont être insatisfaisantes et en particulier, il y a une montée dans les années 70 de réclamations vis-à-vis du fait que certaines plaintes issues de femmes ont été mises de côté, étaient finalement laissées pour compte. Et il y a eu la volonté de mieux les encadrer et de les prendre en charge. Et de pouvoir enfin prendre en charge ces douleurs féminines. Avec, dans le même mouvement de ces années 70-80, une plus large médicalisation du monde, de la vie courante, avec de plus en plus de thèmes qui jusqu'ici étaient pris en compte plutôt ou considérés plutôt comme des problèmes sociaux et qui vont en fait progressivement être pris en charge par le monde médical. Et
à la croisée de ces deux mouvements, finalement, vient converger le travail de différents médecins pour soit, à la fin des années 70, regrouper les signes et les symptômes dans des catégories qui vont toujours porter le nom de fibrositis, et puis en 81 être remplacé par le terme fibromyalgie, qui du coup ici va prendre un nouvel essor, avec ici l'idée de se séparer un petit peu de ces aspects antérieurs de psychologisation ou de mise à l'écart parce que plainte féminine. Et ce terme va avoir un certain succès à partir de ce moment-là, en partie parce que il va être soutenu par les équipes médicales, parce qu'il correspondait aussi à quelque chose de nouveau qui permettait de faire monter des éléments qui jusqu'ici avaient été un petit peu écartés, et puis aussi, en tout cas aux États-Unis, avec un certain soutien de l'industrie pharmaceutique. J'essaie de passer ma deuxième diapo. Toujours pas. Ah, voilà. Du coup, cette montée cette médicalisation de nouveaux thèmes et ce regroupement sous l'étiquette médicale de choses qui jusqu'ici y échappaient va avoir différentes conséquences. Qui vont soit être directes, soit être rendues plus difficiles quand finalement, sous ce nouveau modèle, ce nouveau paradigme biomédical, quand il y a une difficulté à pouvoir associer cette nouvelle catégorisation à un marqueur biologique bien identifié. En l'absence de cette forme, de ce golden score dont on a parlé ce matin, finalement, la certitude, le doute ne profite pas forcément à une catégorisation médicale ou à une prise en charge médicale claire. Et ça pose les malades ou les patients, les personnes qui se plaignent devant une double peine, parce que finalement ils doivent prouver eux-mêmes qu'ils sont malades en l'absence de ces signes objectifs absolument identifiés, on va dire plutôt simples. Du coup, leur situation est très compliquée, et d'autant que si auparavant leur trouble aurait pu être saisi par d'autres systèmes d'aide sociale que le monde médical, ici finalement on vit dans un monde où c'est l'étiquette de malade prise en charge par la médecine qui est la plus efficace, la plus légitime pour finalement se construire une identité sociale de malade qui va être prise en charge et dans lequel les troubles, toutes les composantes du trouble vont pouvoir être légitimées dans la société. Et donc, finalement, si on manque de signes objectifs, il faut pouvoir... il y a des difficultés à être reconnu comme malade si on n'apparaît pas, on n'a pas de visibilité, si on n'a pas de signe visible de la maladie. D'autre part, un autre élément de cette double peine qui touche les patients fibromyalgiques, c'est que pour pouvoir rester actif, pour pouvoir continuer à disposer d'une certaine qualité de vie, ils doivent diminuer leur activité. Et donc, ils se retrouvent face à une contradiction, c'est-à-dire à la fois, pour rester actifs, devoir être moins actifs, mais aussi ils doivent en même temps essayer
d'être reconnus comme malades, mais aussi évidemment par rapport à leur propre parcours, essayer de sortir de la maladie. Et donc il y a une contradiction qui rend leur trouble particulièrement difficile à vivre. Ces syndromes de douleur chronique mettent ce paradigme biomédical en difficulté devant des incertitudes parce que leur modalité d'expression sont multifactorielles, que leurs composantes à la fois biologiques, psychologiques et sociales s'interpénètrent de façon particulièrement marquée, que ce soit des composantes qui vont déclencher, favoriser ou impacter le développement du trouble. Finalement, ce paradigme biomédical, il va rabattre un peu toutes les composantes habituelles d'une maladie sur une seule, la partie somatique, biologique, et minimiser les autres composantes. Et donc, face à ces incertitudes, on se retrouve dans des situations où, dans la relation malade-patient, il y a tout un tas de non-dits, souvent psychologisants, souvent genrés, et la relation qui se met en place est rendue difficile par des remises en cause simultanées, à la fois des compétences du praticien de la part du patient et aussi des dires du patient de la part du praticien. Ces problèmes ne sont pas réservés à la fibromyalgie, mais touchent toute une gamme d'autres syndromes dits inexpliqués et dans lesquels finalement une grande variété de formes touche à la fois un même syndrome. Donc un même syndrome peut à la fois prendre individuellement des tableaux très très différents et en même temps des syndromes qu'on considère différents, finalement par cette variabilité finissent par se rapprocher. Et certains articles que le groupe d'expertise a pu avoir à lire essaient de les rapprocher dans un modèle de sensibilisation centrale qui verrait en fait finalement sous une même forme des expressions individuelles différentes. Je vais essayer de passer à la diapo suivante qui du coup essaie au sein du groupe toujours pas voilà. Donc au sein du groupe, on a été particulièrement attentif à un autre modèle explicatif qui est de prise en charge, dit biopsychosocial, qui réclame et qui préconise le fait de considérer les personnes comme un tout, et un tout à la fois par rapport à la description du trouble, mais aussi pour sa prise en charge. À la fois sur, évidemment, sa composante somatique, biologique, quels sont les syndromes, quels sont les symptômes, quel est le tableau de la pathologie, mais aussi les éléments psychologiques qui en font partie, des éléments relationnels, des éléments de comportement, des éléments ou des aspects ici de tendance dépressive, entre autres, hein. Et aussi, à ne pas oublier, une composante sociale qui est à la fois comme facteur, mais aussi comme conséquence, donc avec ces dimensions professionnelles, socio-économiques, réglementaires, culturelles et bien sûr familiales. Il s'agit ici de rendre compte d'un processus multifactoriel, complexe, avec, en dehors d'une simple linéarité d'un effet qui évoluerait de façon monotone, mais bien ici de prendre en compte que des variantes individuelles assez minimes au départ peuvent avoir des conséquences importantes sur le déroulement et la trajectoire
ou l'occurrence du trouble. Et ça implique que la prise en charge de ce trouble doit également suivre ce modèle intégratif, holistique, et du coup mettre en œuvre fortement l'interaction entre plusieurs disciplines compétentes pour aider les personnes qui souffrent. Je vais essayer de passer à la diapo suivante. Ah, super. Donc pour terminer ma partie, je vais aborder finalement la question des composantes sociales de la fibromyalgie. Les études qu'on a pu consulter ont indiqué des corrélations fortes et directes avec des catégories socio-professionnelles, en particulier des catégories socio-économiques les plus modestes. Le trouble impacte plus fortement les personnes ayant un contrôle réduit, une autonomie réduite dans leur environnement de travail. Mais ça, Yves va vous en parler plus avant, après moi. Et en particulier, le trouble vient renforcer ces inégalités de catégories socio-économiques. L'autre point, c'est que finalement, l'incertitude et la difficulté que j'ai déjà évoquées amènent les personnes à être confrontées à une errance médicale assez prononcée. Et les études qu'on a pu voir indiquent que finalement la reconnaissance de la maladie à un titre individuel est importante dans ce parcours pour pouvoir pour aller mieux. Et que également la reconnaissance ou une forme de reconnaissance du trouble ou de la maladie comme classification serait importante dans ce parcours, donc à un niveau plus général. Un point assez troublant qu'on a pu constater, c'est que même si, on l'a vu, c'est considéré comme, entre guillemets, une maladie de femme, dans un nombre assez important de papiers, cette représentation est relativement invisibilisée, en tout cas dans la méthodologie ou dans les interprétations. Autre point qui a pu être soulevé par la littérature qu'on a consultée, c'est que cette représentation comme une maladie féminine vient renforcer des inégalités de genre déjà présentes dans la société, dans le monde du travail, ou au niveau de la recherche médicale et de la relation entre patients et médecins, et qu'elle aurait ralenti, nuit finalement à sa reconnaissance et à sa prise en charge. L'autre point par lequel je vais terminer avant les recommandations, c'est que on doit souligner l'importance du soutien social sur l'impact de la fibromyalgie sur la personne à l'échelle individuelle, et que les personnes qui ont la capacité de garder un réseau social important ont de meilleurs pronostics globalement. Et que finalement, donc à la fois ce réseau social va être, on va dire, immédiat, familial, amical ou professionnel, mais peut aussi, il y a aussi une composante un peu plus éloignée, avec en particulier les collectifs de malades qui peuvent apporter une aide dans cet aspect-là. Donc il faut souligner que la conservation de relations sociales va être une composante positive importante à mettre en avant. Au niveau des recommandations que le groupe d'expertise a déduit de ces différents constats, d'une part, peut-être souligner que les études devraient mieux explorer les différences de genre
biologiques ou sociales dans leur méthodologie, ou du moins ne pas les écarter trop systématiquement, avec ici la question qui est que finalement le sexe ratio est en train de changer et que du coup cette prise en compte n'ira pas de soi. Deuxième point, c'est que un certain manque d'information est encore à regretter, et du coup le groupe d'experts recommande la mise au point et la publication de guides d'information bien documentés à destination des praticiens et des patients. Enfin, vis-à-vis de ce renforcement des inégalités qui a été constaté, que dans la prise en charge qui sera faite, d'intégrer dans ce mouvement pluridisciplinaire des compétences d'aide sociale dès le départ, et de les penser de façon à un niveau immédiat, et pour accompagner en fait la dimension, le traitement social et global de la personne. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Yves Roclor. Donc la diapositive suivante, s'il vous plaît. On va aborder maintenant l'impact social et l'impact populationnel et l'impact professionnel, quand on aura la diapositive. Alors, en ce qui concerne l'impact populationnel, c'est basé sur une littérature épidémiologique assez abondante, de qualité inégale, et avec de nombreux phénomènes de sélection. C'est très courant dans la littérature sur la fibromyalgie, suivant que les patients sont recrutés dans un service de rhumatologie, dans un service de la douleur ou un service spécialisé sur les troubles cognitifs. On ne va pas du tout avoir le même profil statistique et épidémiologique. Ça, c'est un point important à retenir. Et on a également privilégié les études de grande taille, de forte puissance statistique et les méta-analyses. Alors, en termes de prévalence en population générale, on peut retenir un chiffre de 2%. Globalement, il y a une convergence internationale sur un chiffre de 2%. Une méta-analyse récente arrivait à 1,8% sur 44 études qui couvraient presque 4 millions d'individus dans le monde entier. La prévalence va varier suivant les critères, que ce soit des critères cliniques, des critères de questionnaires. Il y a différentes versions de questionnaires épidémiologiques, ou des approches mixtes, comme dans l'étude DEFI, où il y a questionnaire et examen clinique. Si on prend la France, on retrouve un chiffre qui varie entre 1,4 et 2,2% sur des études par questionnaire, utilisant le questionnaire londonien en 2009-2011. L'étude DEFI, conduite par Serge Perrault et ses collègues, arrivait à 1,6. Donc on a une certaine convergence autour de 2%. Je pense qu'on peut retenir ce chiffre-là, alors que la douleur chronique, c'est 10-12%, voire 15% dans certaines populations. Alors, on a évoqué la question de l'âge ce matin. La plupart des études montrent que c'est rare avant 30 ans, exceptionnel en moins de 20 ans, et que ça augmente jusqu'à l'âge moyen. Donc, l'âge moyen, c'est 40 à 50 ans. Il y a un plateau dans certaines études autour de la cinquantaine. Dans d'autres, ça va continuer à augmenter jusqu'à l'âge de la retraite, jusqu'à 65 ans environ. La majorité des études, c'est quand même un plateau vers 40-50 ans. On a également une surreprésentation féminine, ça c'est bien connu, on l'a vu ce matin, avec un effet de critères, avec les critères ACR 90 qui entraînent une très forte surreprésentation féminine et qui est moins nette pour les derniers critères. Et de manière un peu surprenante, la prévalence ne change pas, elle est toujours autour de 2%, mais le sexe ratio évolue en fonction des critères. Mais il y a quand même un noyau probablement de patients autour de 2% de la population. Alors les données d'incidence, il y a très très peu d'études, c'est difficile, il n'y a pas d'études françaises, ça va de 32 à 2000 pour 100 000 habitants, ce sont des données principalement basées sur des statistiques de sécurité sociale américaine. C'est difficile d'extrapoler au système français dans la mesure où on n'a pas de codification systématique de la fibromyalgie dans les bases de données françaises.
En termes de comorbidité, on a vu ce matin qu'elles sont extrêmement fréquentes, les comorbidités ou les maladies concomitantes. Ça va dépendre beaucoup du profil de recrutement des patients. Il y a quelques grandes études américaines de type presque recensement, en fait, ou couplées au recensement, qui montrent la fréquence de ces pathologies. Mais est-ce que c'est des sous-groupes, des sous-types? C'est difficile de conclure. On voit que sur les questions de surpoids et d'obésité, c'est un paramètre souvent associé, qui est aussi associé à un mauvais conditionnement physique, souvent. Vous voyez, 21 à 28% de femmes en surpoids, 32 à 50% de femmes obèses, ce sont des fourchettes dans la littérature. En tous les cas, c'est un phénomène prévalent dans la population. Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Je suis un petit peu allé trop vite là, je crois. Attendez. Voilà. Par rapport aux facteurs associés, on sait que la fibromyalgie est associée à un cortège de symptômes. L'un des plus consistants dans la littérature, Josquin l'a évoqué, c'est le niveau socio-économique, où on retrouve globalement une convergence des données épidémiologiques, montrant ce dans tous les pays. Il y a une étude au Brésil, par exemple, qui montre très bien ça, sur le fait que les catégories socio-économiquement défavorisées ou moins scolarisées, ce qui est en fait corrélé, ont un risque ou une fréquence tout au moins de fibromyalgie plus élevée. Dans une grande étude américaine, on voyait que le fait d'avoir un diplôme, de ne pas avoir de diplôme par rapport à un diplôme post-bac ou universitaire, multipliait par 3 la fréquence de la fibromyalgie. C'est difficile à interpréter en termes de causalité aussi, parce qu'il y a en fait un ensemble de facteurs. La CSP traduit à la fois des conditions professionnelles, des conditions de vie, peut-être des histoires de vie, un accès aux soins, des systèmes, un rapport au système de compensation qui est différent. Donc il peut y avoir des phénomènes de sélection et que les catégories les plus favorisées sous-déclarent ou consultent moins que les catégories défavorisées. C'est ce qu'évoquait toute la dimension sociale et complexe de cette affection. Il y a eu pas mal d'études de génétique qui ont essayé de rechercher un facteur de risque. On connaît, il y a une littérature, il y a pas mal d'études sur des agrégats familiaux avec des risques plus importants de fibromyalgie lorsque vous avez un parent du premier degré fibromyalgique, des études de jumeaux, des études de gènes candidats. Globalement, les résultats convergent vers... Il n'y a pas une causalité directe, linéaire, c'est plutôt une susceptibilité à un terrain avec des influences génétiques probablement variées qui sont mixtes avec un environnement familial. C'est très compliqué sur des jumeaux, à moins de les séparer. Ils ont un terrain génétique commun, mais ils ont aussi une histoire familiale commune et c'est extrêmement difficile de faire la part des choses. D'autres sujets, c'est la question des traumatismes physiques, notamment le coup du lapin, le stress post-traumatique et les violences infantiles. Il y a une littérature assez abondante, avec de qualité souvent inégale, voire assez faible. Mais globalement, on voit que ce sont très probablement des facteurs qui peuvent, sur un terrain prédisposé, faciliter le déclenchement de la pathologie sans être un facteur causal. Mais il y a souvent une histoire traumatique, physique ou psychique dans la littérature ou dans même des séries de cas cliniques. Donc probablement que ce sont des facteurs, disons, comme dans le modèle de Yavne, déclenchants. En ce qui concerne ces sujets d'actualité, la vaccination ou l'infection, il y a une littérature plutôt des petites séries de cas. Les deux peuvent avoir des symptômes communs avec la fibromyalgie, notamment des syndromes de myalgie, de douleurs post-infectieuses ou post-vaccinales temporaires. Il n'y a pas d'études concluant à une causalité entre une infection ou une vaccination et la survenue d'un syndrome fibromyalgique. Donc, globalement, la littérature sur les facteurs associés à la fibromyalgie montre une hétérogénéité très importante et qu'on a déjà souligné clinique, qui est l'une des difficultés
de ce syndrome, hétérogénéité qui rend la définition difficile et donc la mesure compliquée, mais qui conclut à une étiologie multifactorielle qui conforte le modèle biopsychosocial qu'on vient de vous évoquer, et un travail récent sur les traumatismes dans le syndrome de fibromyalgique, qui est en image, là, la figure, conclut finalement à très probablement une cascade, c'est spéculatif, hein, il n'y a pas de démonstration, mais à une cascade pathogénique avec un terrain, une susceptibilité génétique qui va conduire à des phénomènes de sensibilisation centrale, probablement avec des facteurs déclenchants qui, dans certains cas, peuvent survenir, qu'ils soient physiques ou psychologiques, qui sont modulés par un terrain, par le genre, par éventuellement des troubles psychologiques associés ou des troubles médicaux, comme des pathologies endocriniennes, et qui vont s'exprimer dans un spectre assez large qui va de la douleur chronique généralisée, la fibromyalgie, ou sur un versant plus psychologique, aux états de stress post-traumatique. C'est spéculatif, mais ça conforte assez bien cette complexité épidémiologique de la pathologie. Alors en termes d'impact professionnel, la fibromyalgie survient la plupart du temps sur des personnes en âge de travailler. La littérature est assez faible, il y a assez peu de travaux français. On peut cependant conclure à l'absence de lien entre le syndrome fibromyalgique et l'activité professionnelle en termes de maladie professionnelle. Ce n'est pas une maladie professionnelle, mais et il y a même pas mal d'études qui montrent que le fait de travailler est associé à un meilleur état de santé des patients fibromyalgiques. Là, il faut être très prudent sur l'interprétation de la littérature. Ce sont des études transversales qui sont confrontées à un phénomène classique en épidémiologie professionnelle, ce qu'on appelle l'effet travailleur sain. C'est-à-dire que dans le travail, au travail, ne reste que ceux qui sont en suffisamment bonne santé pour travailler, et les cas les plus sévères quittent le travail. Donc fatalement, vous avez un effet de surreprésentation de ceux qui sont en bonne santé et les autres étant hors travail. Et finalement, c'est ce que montre assez bien la littérature. On voit un taux d'emploi plus bas des personnes fibromyalgiques comparé à la population générale de même âge, avec des données pas toujours faciles à interpréter parce qu'elles sont dans d'autres systèmes sociaux. Ce qu'on voit, c'est que le fait de travailler peut être favorable et est souhaitable pour les patients fibromyalgiques quand les conditions de travail sont compatibles avec les capacités fonctionnelles, psychologiques et physiques et cognitives. Ça, c'est un élément qui est assez net, mais le travail peut être aussi un facteur aggravant comme pour les troubles musculo-squelettiques. Par exemple, les pathologies de l'épaule tendineuse ou le syndrome du canal carpien, et vont avoir un effet là, de majoration des douleurs, de chronicisation des douleurs, voire de handicap de situation. Et on sait que ces troubles et que les circonstances d'exposition à ces travaux vont toucher les catégories sociales plus défavorisés, les employés peu qualifiés, c'est des gens qui ont été utiles pendant le Covid, hein, en fait, ça touche ces gens-là. Ils vont aussi surreprésenter les femmes. Donc on retrouve des données un peu concordantes avec l'épidémiologie. On retrouve aussi un taux de non-emploi, c'est-à-dire dans la littérature, on a des gens qui renoncent à travailler et qui ont décidé de ne pas travailler, qui restent à domicile, faute de trouver un emploi compatible et même de le chercher. Ça, c'est un problème. C'est une cause fréquente d'incapacité de travail transitoire, d'arrêt de travail, mais surtout d'incapacité prolongée. Les données américaines d'assurance montrent que ça multiplie par 10 le fait d'être en invalidité prolongée, absent pendant plus d'1 an du travail. Et une étude finlandaise sur des jumeaux a comparé des jumeaux dont un des deux est fibromyalgique, et en utilisant, les Finlandais ont accès à des bases de données tout à fait exceptionnelles, en couplant une cohorte de jumeaux finlandais avec un registre des retraites, ont montré que le risque de retraite anticipée est multiplié par 5. Donc on voit bien que la fibromyalgie a un impact majeur sur les conditions de travail et donc sur le statut social, sur différentes dimensions. C'est toute la question donc du maintien en emploi, c'est un enjeu majeur, soit du maintien en emploi, soit de l'accès à l'emploi, soit du retour au travail précoce. Alors, il y a très peu de littérature sur le sujet.
Il y a quelques études qualitatives, notamment des pays nordiques, bien faites. En France, on a peu de données, mais on a une expérience importante sur les douleurs chroniques et notamment sur les lombalgies chroniques, où il y a une littérature abondante sur le retour au travail. Et parmi les patients pris dans les centres de pathologie professionnelle ou de réadaptation qui prennent en charge ces patients, il y a des patients fibromyalgiques. Ça repose sur l'aménagement des situations de travail, et une particularité de la fibromyalgie, c'est la variabilité. Et ça, c'est extrêmement compliqué en termes d'organisation du travail, de trouver une situation de travail compatible avec un état de santé fluctuant. C'est compliqué d'un point de vue organisationnel, c'est quasi impossible dans des métiers d'exécution, le travail à la chaîne ou une caissière par exemple. C'est plus facile dans les métiers d'encadrement ou les métiers plus administratifs ou techniques. Et l'aménagement des situations de travail, là il y a le rôle clé du médecin du travail, hein, j'insiste, c'est de trouver des organisations du travail assez souples et des tâches assez variées. Et que c'est ce vers quoi il faut aller pour favoriser le maintien en emploi des personnes douloureuses chroniques en général et des fibromyalgiques en particulier. On parle d'environnement capacitant en ergonomie, c'est-à-dire des environnements où on peut se développer, on peut apprendre, progresser, et c'est un enjeu. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, dans la prise en charge, favoriser ces éléments-là. Ce n'est pas toujours possible, et on voit bien que la souplesse ne peut être trouvée que dans le soutien et la coopération avec les collègues et la hiérarchie. Donc c'est un enjeu comme pour le plan social. On voit bien que la question du soutien social est une question majeure, mais ça on le sait pour les maladies chroniques. Donc en termes de recommandations, c'est important de développer une politique de prévention de la désinsertion professionnelle et de l'insertion professionnelle des patients fibromyalgiques. Le groupe d'experts concluait il n'y a pas besoin de créer une filière spécifique fibromyalgie. Il y a une filière maladie chronique et il est plus logique d'insérer les patients en évitant les phénomènes de stigmatisation dans une filière chronique, de maladie chronique, qui existe dans la plupart des CHU, qui existe dans la plupart des services de santé au travail. Et pour pouvoir développer cette politique, il y a une information à faire auprès des partenaires sociaux, des acteurs du maintien en emploi, des employeurs, un élément clé, c'est la qualité des échanges avec le médecin du travail, que ce soit la personne fibromyalgique qui peut consulter son médecin du travail quand elle le souhaite, ou que ce soit le médecin traitant et le médecin du travail qui échangent précocement. Il faut l'accord du patient, bien évidemment, mais ça peut se faire. Et il y a un outil pour ça qui s'appelle la visite de pré-reprise qu'il faut vraiment utiliser pour préparer, lorsque l'arrêt se prolonge, le retour au travail. Et dans les pistes de solutions, ça ne peut pas se faire sans l'accord des personnes ni leur participation. Donc c'est plus des projets de type ergonomie participative, assez ouverte, et dans lequel la personne fibromyalgique est co-constructrice de la solution. On ne va pas lui imposer des solutions. Merci beaucoup Yves. On va passer la parole à Julie Berbis qui va nous parler de l'impact de la fibromyalgie sur la qualité de vie. Alors bonjour, donc comment mesurer la sévérité de la fibromyalgie chez un patient, de quels outils dispose-t-on? Alors la nature multidimensionnelle de la fibromyalgie rend cette sévérité difficile à évaluer. Idéalement, pour catégoriser les patients en forme de fibromyalgie légère, modérée, sévère, la littérature met en avant qu'il faudrait combiner l'examen clinique et des questionnaires permettant de prendre en considération le point de vue du patient. Alors, des outils existent dans la littérature, mais ils sont globalement assez insatisfaisants, avec un chevauchement des concepts fonction physique, fonction multidimensionnelle, qualité de vie, et dans certains travaux, une réelle difficulté à les distinguer. Alors, un premier outil d'évaluation spécifique que l'on peut citer, c'est l'index du FIC. Le FIC, c'est le Fibromyalgia Impact Questionnaire, qui, en 20 questions, explore les différentes composantes de l'état de santé qui pourraient être altérées dans le cadre de la fibromyalgie. Alors, ça permet de construire un score global qui va de 0 à 100. Il y a des seuils de coupure d'interprétation pour repérer des catégories de sévérité qui sont avancées, mais finalement c'est un indicateur qui se révèle peu sensible à l'aggravation clinique et relativement imprécis.
Un autre outil, c'est l'échelle PSD de détresse polysymptomatique qui est issue des critères ACR 2010 et qui a été reprise dans les critères 2016 avec le Fibromyalgia Score, le FS, dont a parlé Jean-Jacques tout à l'heure et qu'il vous a présenté. Là encore, il y a des seuils de coupure qui sont avancés, mais qui ne sont pas validés. Et l'utilité clinique de cet indicateur de sévérité reste encore à explorer. Finalement, il va être plus pertinent dans les études épidémiologiques pour arriver à positionner les groupes de patients évalués les uns par rapport aux autres. Un autre outil qu'on peut citer, c'est le FPQ. C'est une initiative allemande, un questionnaire qui est développé à partir du point de vue des patients. C'est le Fibromyalgia Participation Questionnaire qui va documenter la participation et le fonctionnement des patients dans la vie sociale, quotidienne et professionnelle. Alors c'est un questionnaire pour lequel les travaux sont encore à poursuivre, mais c'est une initiative assez intéressante dans la façon d'aborder cette question de la sévérité. Enfin, on peut en noter dans la littérature l'utilisation de temps en temps pour évaluer cette sévérité du questionnaire SF36 ou de sa version raccourcie à 12 items, le SF12, mais qui se révèle en fait peu approprié puisqu'il s'agit d'un questionnaire générique et qui surtout est développé pour évaluer les questions de qualité de vie. Donc globalement, quand on fait une synthèse de la littérature autour de ces questions de sévérité, on observe qu'il y a une absence d'instruments unanimement acceptés et c'est un réel obstacle à la définition consensuelle de la sévérité d'un patient. Alors, comment est-ce qu'on va évaluer l'impact de la fibromyalgie sur la qualité de vie des patients qui en souffrent? Alors, la qualité de vie, c'est un critère fondamental qui a été consensuellement retenu comme mesure à évaluer dans les études cliniques, qu'elles soient observationnelles ou thérapeutiques, consensuellement, c'est-à-dire à la fois par les sociétés savantes, mais aussi par les patients eux-mêmes qui soulignent l'importance d'évaluer de façon exhaustive l'impact négatif que la fibromyalgie peut avoir dans les aspects multidimensionnels de leur vie. Alors, de quels outils on dispose? Donc, dans la littérature, il y en a un certain nombre qui sont mobilisés, mais là encore, on est face à des outils qui sont relativement insatisfaisants, avec une réelle ambiguïté dans les travaux présentés entre la notion de qualité de vie et de fonction multidimensionnelle. Donc, sans revenir sur tous les outils qu'on peut trouver dans la littérature, je m'arrêterai rapidement sur les deux les plus utilisés et ceux qu'on va le plus retrouver. Le premier, c'est un outil spécifique à la fibromyalgie que j'ai cité précédemment, c'est le FIC, avec une version révisée qui a été proposée en 2009 pour répondre à un certain nombre de limites de cet outil, notamment en termes de complications dans le scorage. Néanmoins, cette version révisée, elle présente également un certain nombre de limites. Elle est développée à partir d'un échantillon de patients identifiés sur la base des critères ACR 90, donc un échantillon qui est quasi exclusivement féminin. Et au moment de l'expertise, c'est un questionnaire qui, de toute façon, n'est pas validé en français. Ce qu'on va retrouver beaucoup, c'est l'utilisation d'un questionnaire générique, donc qui n'est pas développé dans le champ spécifique d'une pathologie donnée. C'est donc le SF36 ou sa version raccourcie, le SF12. L'intérêt, c'est que ça va pouvoir permettre des comparaisons de niveau de qualité de vie des patients à la population générale, qui répondra au même questionnaire, mais c'est un outil qui reste assez peu sensible aux changements et qui, de toute façon, n'est pas validé dans le contexte d'une population atteinte de syndrome fibromyalgique. Donc, en termes de recommandations sur ces questions d'outils, on recommande eh bien de valider, normaliser et mettre à jour les instruments qui sont utilisés à la fois pour les questions de documentation de la sévérité, mais également pour l'exploration de la qualité de vie.
Alors, quand on fait le tour de la littérature, quels résultats on retrouve dans l'exploration de la qualité de vie chez les patients qui sont atteints de syndrome fibromyalgique? Alors, avant de vous en faire la synthèse, simplement souligner les grandes limites de cette littérature relativement abondante sur le sujet, mais qui est de qualité très hétérogène et souvent plutôt faible. Ça a déjà été mentionné, notamment chez les jeunes par Elisabeth, mais de façon générale dans toute la littérature, on a finalement des patients qui sont identifiés majoritairement sur la base des critères ACR 90, voire pour ces questions de qualité de vie sur une base déclarative. Donc, ce sont des échantillons qui vont être quasi exclusivement féminins, encore une fois. Et puis, en termes de comparaison de niveau de qualité de vie entre différents groupes, ce sont des comparaisons qui sont souvent brutes, c'est-à-dire sans ajustement entre les groupes, sans tenir compte de niveau d'âge, par exemple, qui serait remis à niveau. Alors, néanmoins, une fois qu'on a ça en tête, on peut noter qu'il y a une certaine constance dans certains résultats qui sont produits. Lorsqu'on regarde les niveaux de qualité de vie de la population de patients souffrant de syndrome fibromyalgique par rapport à une population générale, on va retrouver des scores qui sont de façon systématique inférieurs à ceux de la population générale. Alors, à la fois dans la composante psychologique de la qualité de vie, mais aussi de façon plus marquée dans la composante physique des tests qui sont utilisés. Alors, il y a un certain nombre de déterminants qui ont été explorés dans la littérature, c'est-à-dire de facteurs qui peuvent être liés à cette qualité de vie chez ces patients. Alors, on n'a pas de preuves, d'arguments de causalité, bien sûr, mais voilà, il y a un certain nombre d'éléments que l'on retrouve. Alors, sur les questions de l'effet de l'âge et du genre, je passerai rapidement sur le genre, puisque comme je l'ai dit, dans cette littérature, on a majoritairement des échantillons féminins. Et les quelques études très ponctuelles qui comparent des niveaux de qualité de vie chez les hommes et les femmes sont trop parcellaires pour être généralisées. Par contre, sur la question de l'âge, on a quelques études d'assez bonne qualité qui ont été conduites et dont les résultats convergent. En fait, pour faire simple, ils ont divisé la population en 3 classes d'âge. Les patients de moins de 40 ans, les patients de 40-60 ans et les patients de plus de 60 ans. Ce que l'on retrouve, c'est que chez les plus jeunes, les patients de moins de 40 ans, on a, par rapport à ce qui est attendu comme niveau de qualité de vie en population générale, une différence qui est beaucoup plus marquée sur l'aspect physique que ce qu'on va retrouver dans les autres catégories d'âge par rapport à la population générale. Et par contre, sur l'aspect psychologique, c'est la catégorie d'âge intermédiaire, les 40-60 ans, qui par rapport à ce qu'on retrouve en population générale, sont beaucoup plus en dessous en termes de score de ce qu'on pourrait attendre. Lorsqu'ils sont explorés, l'intensité de la douleur et la présence de troubles de l'humeur sont des facteurs qui sont liés à une qualité de vie, des scores de qualité de vie plus faibles. La littérature met aussi en avant, dans les quelques études qui l'ont exploré, l'impact positif de certaines stratégies d'ajustement qui sont mises en place par les patients pour faire face à la fibromyalgie, ainsi que l'impact très positif du soutien social. Alors sur le côté, de façon c'est un schéma qui est chargé, mais c'est un schéma de synthèse qui a été publié pour explorer les interrelations entre les différents facteurs de fonction physique, facteurs sociaux et facteurs psychologiques, et puis leur impact avec les différentes composantes de la qualité de vie. Donc ce qu'on peut voir de façon assez rapide, ça reprend ce que je viens de vous dire, c'est que sur la composante physique de la qualité de vie, c'est la bonne fonction physique, en tout cas une fonction physique pas trop altérée et un fort sentiment d'auto-efficacité chez le patient qui vont avoir des effets positifs sur la qualité de vie physique du patient. Et puis sur les aspects psychologiques, une fonction physique peu altérée, plutôt maintenue, et un fort soutien social vont avoir des effets très positifs sur l'aspect psychologique de la qualité de vie. Et puis à l'inverse, des symptômes dépressifs ou des symptômes anxieux vont avoir un effet négatif sur la qualité de vie psychologique des patients.
Et puis, au-delà de tout ça, il y a un certain nombre de facteurs plus ponctuels qui sont évalués dans la littérature de façon assez parcellaire. Celui qu'on va retrouver le plus fréquemment exploré, ça va être la notion de surcharge pondérale. On retrouve dans ces quelques études, alors qui peuvent être de qualité modérée, mais enfin le résultat est assez constant, que lorsqu'on a des indices de masse corporelle qui sont plus élevés, c'est lié à des niveaux de qualité de vie, des scores qui sont plus faibles, et que la perte de poids, en tout cas à court terme, s'accompagne d'une amélioration des scores de qualité de vie. Et puis pour finir, au-delà de l'exploration de la qualité de vie au travers d'outils validés, la littérature apporte aussi des éléments sur le vécu des patients atteints du syndrome de fibromyalgie, et notamment dans leur relation aux autres. Et si chez l'adulte, on a quelques études qui l'explorent sous des angles assez différents, on remarque, Elisabeth l'a souligné tout à l'heure, un impact social assez marqué chez les jeunes, ce qui est assez préoccupant parce que la littérature souligne que ça n'est pas retrouvé à ce niveau-là dans les autres pathologies chroniques rhumatismales chez l'enfant, avec certes un absentéisme scolaire plus important, mais surtout des jeunes qui sont plus isolés et beaucoup moins populaires que leurs pairs. Donc voilà, en termes de recommandations, nous souhaitions souligner qu'il était important de porter une attention particulière aux aspects psychosociaux, notamment dès le plus jeune âge, et puis être vigilant à proposer des mesures éducatives adaptées pour prévenir, prendre en charge les comorbidités, les symptômes associés au-delà de la douleur. Et puis de façon plus générale, d'améliorer à l'avenir la qualité méthodologique des études qui explorent ces aspects-là. Merci beaucoup, Julie. Nathalie. Merci de me donner la parole. Moi, je vais aborder les aspects économiques de la fibromyalgie. Alors, en préambule, j'aimerais juste dire quelques mots sur l'importance du regard de l'économiste en santé. Vous avez sans doute entendu, où il est tout à fait classique d'entendre que la santé n'a pas de prix, ce qui est tout à fait vrai à l'échelle individuelle, que la santé est un bien précieux. Mais l'économiste répond que la santé, certes, n'a pas de prix, mais qu'elle a un coût, et que ce coût est important à prendre en compte en termes collectifs. En termes individuels, on verra, pour des restes à charge par exemple, et puis en termes collectifs aussi. Surtout quand on vit dans un système de santé comme le nôtre, qui est un système de santé socialisé, où les ressources ne sont pas illimitées, et on est obligé parfois, lorsqu'on habille Paul, de déshabiller Jacques. Et donc, le regard de l'économiste en la matière est important parce qu'il permet de travailler, faire des arbitrages, d'aider à faire des arbitrages et des choix de politique publique, de mise sur le marché de certains médicaments, de privilégier certaines prises en charge, etc. Donc, après ce préambule, j'ai regardé la littérature économique sur la question de la fibromyalgie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il y a en fait plusieurs aspects. Soit on regarde le poids économique de l'affection, le poids économique de la fibromyalgie, le poids supporté par la collectivité. Ou bien on peut faire des analyses de coûts, qui, par exemple, de coûts de prise en charge, qui, par exemple, vont analyser un coût de prise en charge avant, après diagnostic, une analyse qui va s'interroger sur un coût de prise en charge d'un patient atteint de fibromyalgie versus un coût de prise en charge médicale de patients non atteints, ou bien encore qui va s'interroger sur l'influence de certains déterminants de facteurs tels que par exemple la sévérité de l'affection sur le coût de la prise en charge. Donc il y a toutes ces analyses de coûts. Et puis il y a un troisième volet. Quand on fait de l'analyse économique, c'est qu'on fait de l'évaluation économique. Et cette évaluation économique, c'est souvent celle-ci qui peut être intéressante pour
discuter et valider le fait de mettre un nouveau produit sur le marché ou de privilégier une prise en charge par rapport à une autre. Et là, on va mettre en rapport des efficacités de prise en charge que l'on va mesurer de certaines façons au regard de coûts de prise en charge, et puis on va faire des comparaisons. Donc je vais essayer de balayer tout ça très rapidement. Ce qu'il faut simplement avoir en tête pour les 2 diapos ou 3 diapos qui viennent, c'est que la plupart de la littérature analysée est une littérature nord-américaine, avec des données qui sont issues de bases de données assurantielles notamment. Si je devais à peu près segmenter la littérature, en gros, il y avait 90% de littérature américaine, il y avait 9% de littérature européenne et puis peut-être 1% de littérature française. Voilà. Donc vous allez voir que ça fait partie de nos recommandations. Alors, pourquoi c'est important de dire ça? C'est important parce que, en fait, quand on est aux États-Unis, ou bien quand on est en Angleterre, ou bien quand on est en France, on a des systèmes de santé qui fonctionnent complètement différemment, et notamment le financement des systèmes de santé n'est pas le même. Si on est aux États-Unis, on a des systèmes de santé qui sont, pour un certain nombre d'entre eux, financés par l'assurance des entreprises, donc des personnes qui sont dans les entreprises, ou bien, vous le savez, malheureusement, un grand nombre de personnes dans la population américaine ne sont pas couvertes par une assurance santé. Si vous êtes en Angleterre, eh bien, tout est pris en charge à 100%, c'est l'impôt qui finance la santé. Et si vous êtes en France, ce sont nos cotisations sociales, et puis un peu de l'impôt. Donc en fait, clairement, vous allez voir dans les diapos que, sauf une, il y a très peu de données de coût. Vous n'allez pas voir des dollars ou des euros, parce qu'au fond, c'est pas tellement le sens. C'est pas important, parce que c'est pas ça qui va nous permettre de bien réaliser l'importance des choses à l'échelle française. Mais par contre, les résultats que je vais produire, enfin vous montrer, sont des résultats qui vont dans un sens ou dans un autre, et aller dans un sens ou dans un autre, c'est sans doute vrai à la fois aux États-Unis, en Europe ou en France. Alors, je rentre dans le cœur du sujet. Il y a, quand on fait du calcul économique, et donc quand on s'intéresse au coût de prise en charge, en fait, il y a différentes, on fait des classifications. On parle de coûts directs médicaux, qui sont par exemple les coûts des consultations, les coûts des traitements, les coûts des hospitalisations, les coûts des autres prises en charge, comme les cures thermales par exemple. Il y a aussi des coûts qui sont des coûts non médicaux, et notamment le temps passé à prendre soin d'un proche qui est atteint, les débours monétaires, enfin l'argent que l'on dépense pour aménager par exemple son domicile, ou encore les coûts qu'on peut dépenser pour des dispositifs médicaux. Et puis il y a les coûts indirects, et vous allez voir que la part des coûts indirects dans la fibromyalgie est quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'on appelle un coût indirect? Un coût indirect, en fait, ce sont les coûts qui sont liés aux pertes de productivité de l'individu. Autrement dit, une personne malade, atteinte de fibromyalgie ou d'autres maladies, malheureusement, est, comme nous le disait Yves, plus absente au travail, ou bien peut-être présente, mais moins efficace au travail, parce qu'elle est atteinte, parce qu'elle a des comorbidités. Et donc, en fait, cet absentéisme au travail, finalement, c'est un coût qui est supporté par la collectivité. Et puis, il y a toute une part des coûts qui s'appellent des coûts intangibles, comme le nom l'indique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les mesurer, mais qui sont des coûts énormes. On ne peut pas mettre des unités monétaires là-dessus, mais il n'empêche que c'est quelque chose d'extrêmement important à garder en tête quand on fait du calcul économique. Et ces coûts intangibles, en fait, sont liés à la perte de bien-être des personnes atteintes. Et ce sont des coûts humains qui sont extrêmement difficiles à mesurer. Alors, la recommandation que l'on a à la suite de ça, c'est de dire, voilà, cette littérature, elle est nord-américaine. On a besoin d'alimenter, de donner de l'information sur les coûts de prise en charge des patients pour prendre des mesures en faveur d'une prise en charge plutôt qu'une autre, etc. Et on doit donner, en France, on doit alimenter, on doit donner de l'information pour que nos politiques puissent nous aider à prendre des décisions. Alors, le coût de la fibromyalgie, donc comme je vous le disais, soit on s'intéresse au poids économique de la maladie, c'est-à-dire qu'on va aller regarder une population, un échantillon de population,
on va souvent extrapoler à la population générale d'un pays, et puis on va regarder, eh bien, tous ces coûts confondus que je vous ai énumérés dans la diapo précédente, combien ça coûte à la collectivité. Voilà. Eh bien, on en conclut que la fibromyalgie, c'est une pathologie qui est coûteuse à la fois pour le patient et la collectivité. Mais il n'y a pas que la fibromyalgie qui est coûteuse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire coûteux? Parce que c'est quelque chose de très relatif. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'étude, il y en a très très peu déjà sur le poids économique de la maladie. Celles qui existent, et il y en a une ou deux qu'on a retenues, qui sont des études américaines. Et coûteux, ça veut dire par rapport à autre chose. Et notamment, il y a eu pas mal de choses de fait, de comparaison avec la maladie arthrosique, qui est une maladie également qui est coûteuse pour la collectivité, notamment en coût indirect. Et on s'aperçoit que la fibromyalgie est sans doute très comparable au coût de la prise en charge de patients arthrosiques. Alors, après, comme je vous le disais, il y a des analyses de coûts qui sont des analyses de coûts comparatives, et notamment des analyses de coûts comparatives, par exemple, en fonction de la gravité de l'affection. Et comme vous le disiez, Julie, tout de suite, il y a un indicateur important d'efficacité qui s'appelle, donc, qui est le FIC, qui est l'indicateur de l'impact un questionnaire d'impact de la fibromyalgie, qui peut être retenu comme critère de sévérité de l'affection en fonction du score obtenu. Et en fait, dans le petit tableau que vous avez sur la droite, là, qu'on a retenu exprès parce que ce sont quasiment les seules études européennes où on a des études comparatives. On peut comparer en fait ce qui se passe. Vous avez dans le tableau, si vous regardez, dans la colonne de gauche, vous avez les pays, vous avez l'Allemagne, vous avez la France, et puis vous avez les États-Unis. Et en fait, le tableau s'intéresse aux coûts médicaux directs, c'est-à-dire aux coûts de prise en charge médicale des patients, et aux pertes de productivité, c'est-à-dire les coûts indirects dont je vous ai parlé tout à l'heure, des patients atteints de syndrome fibromyalgique en Allemagne, en France, aux États-Unis. Les coûts que vous avez rapportés là sont des coûts par patient et par an, donc en fonction de la sévérité, et la sévérité c'est en colonne, avec un syndrome fibromyalgique léger, modéré, sévère, en fonction du résultat de l'indicateur FIC. Et ce qui est tout à fait intéressant là-dedans, c'est pas tant les chiffres absolus, en euros ou en dollars, mais c'est de voir, par exemple, que lorsque vous regardez la première case de syndrome fibromyalgique léger en Allemagne, où vous avez 1123, bien, en moyenne, eh bien, vous voyez que ce 1123, quand vous passez au modéré, bon, on est en moyenne, augmente. Et puis, quand vous êtes sévère, il augmente encore davantage. C'est vrai en France, c'est vrai aux États-Unis, donc c'est vrai dans les différents pays. En fonction de la sévérité de l'affection, la maladie devient de plus en plus coûteuse. Au fond, c'est pas si surprenant, puisque effectivement, les malades sont de plus en plus sévères, ils vont recourir aux soins. Mais ce qui est surtout très intéressant là-dedans, c'est que quand on regarde la répartition de la dépense, on s'aperçoit que la part de la dépense consacrée aux coûts indirects, si vous regardez la première colonne et que vous regardez la dernière colonne, la part de coûts indirects dans la première colonne, par exemple en Allemagne, c'est 786 versus 1133. Mais quand vous regardez la dernière colonne qui sont des patients sévères, on passe à 8466, donc de coûts indirects, versus 1995. Donc voilà un exemple de calcul économique qui montre que plus l'affection est sévère, plus les patients vont recourir aux soins, plus plus cela va être coûteux, et pour le patient, lorsqu'il y a des restes à charge, et pour la collectivité. Donc c'est une information qui est tout à fait intéressante. Après, ce qu'il faut voir également, c'est qu'il y a des choses intéressantes sur le fait de prendre en charge la maladie. C'est-à-dire qu'il y a des études qui sont faites après la prise en charge. C'est-à-dire que voilà, on a une somme on suit des cohortes de patients, et puis on a des coûts de prise en charge avant l'affection. Tout d'un coup, l'affection est prise en charge reconnue médicalement, prise en charge par des médecins, il y a des traitements qui sont mis en œuvre, et donc on pourrait s'attendre au fait que finalement, ça améliore les choses du point de vue de la consommation de soins, et que les patients en consomment moins, et que en conséquence, les dépenses médicales soient moindres. Et finalement, on s'aperçoit qu'en fonction des études, c'est très variable. Soit on se rend compte de ça, soit au contraire, la prise en charge est effectuée et on a une flambée de la dépense et des recours aux soins. Et là-dessus, il y a effectivement plusieurs interprétations possibles. Soit on peut se dire, bien, finalement, les patients, lorsque leur maladie est découverte et qu'ils ont accès aux soins, alors
eh bien, il y a des besoins qu'ils avaient avant qui n'étaient pas satisfaits, et le fait de recourir aux soins font que ces besoins satisfaits font que, évidemment, ça augmente la dépense de santé. Ou bien, au contraire, on peut peut-être se poser la question de savoir si la prise en charge médicale est adéquate et que finalement il n'y a pas une errance médicale, ce qui entraîne des dépenses de santé plus élevées finalement après qu'avant. En tout cas, ce qu'il faut retenir de ces études, c'est que le problème que l'on a rencontré, c'est qu'au fond, la dépense médicale liée à la fibromyalgie, il est très difficile de dire si elle est spécifiquement liée à la fibromyalgie ou bien si elle est liée à la fibromyalgie associée à toutes les comorbidités dont on a parlé ce matin, que ce soit les troubles du sommeil, que ce soit les autres pathologies articulaires. Et aussi, on s'est rendu compte dans des études qu'on a pu voir, peut-être qu'on en reparlera, qu'il y a aussi beaucoup plus d'affections cardiovasculaires chez les patients fibromyalgiques que chez les autres patients. Et ça, cette dépense de recours aux soins pour ce type de prise en charge, on a du mal à la segmenter de la prise en charge pour la fibromyalgie. Donc le problème, c'est que toutes ces études, elles sont faites à court terme. Ce sont des études de très courte durée. C'est des consommations de soins sur 1 an. On ne peut pas en dire grand-chose. Et là où il y a un manque énorme, c'est qu'en réalité, et c'est ce qu'on lit, et c'est la plainte des personnes, il y a une errance diagnostique majeure. Il y a des prises en charge qui ne sont pas adaptées. On n'a rien sur les jeunes, et que si on a une prise en charge mal adaptée et qu'on a une errance diagnostique, nécessairement, en termes de dépenses de santé, ça a des conséquences. Donc, la recommandation qu'on pourrait faire, là, ce serait véritablement de développer des outils de suivi de la fibromyalgie dans nos grandes bases de données. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire au départ, c'est que s'il y a tant d'études américaines, c'est parce que les études américaines, elles sont faites sur des bases de données assurantielles, et que des bases de données assurantielles, en fait, ce sont des bases de données qui sont des bases de données de gestion où on peut récupérer toutes les prises en charge, et on a une grande facilité, où c'est ce qui se passe également en Europe du Nord, par exemple en Finlande, où effectivement on peut récupérer de la donnée économique très facilement. C'est pas du tout le cas en France. Enfin, ça change beaucoup, mais sauf que la fibromyalgie, on a du mal à la repérer dans nos bases de données dont on dispose. Et donc, on cite des bases de données qui sont le PMSI, qui sont des bases de données hospitalières, le SNIRAM, qui sont des bases, enfin le SNDS maintenant, qui sont des bases de données de soins ambulatoires, et puis les bases de données des grandes cohortes dont on dispose en France. Et on devrait faire davantage d'études qui s'intéressent à la fibromyalgie. Je termine par cette diapositive où, en fait, il y a également toute une littérature sur des comparaisons de prise en charge, de coûts de prise en charge médicamenteuses. Ce sont essentiellement des études américaines. Il y a une pléthore d'études qui comparent la prise en charge par prégabaline à la duloxétine. En fait, bon, le souci, c'est que, 1, elles sont américaines, et 2, dans beaucoup de ces études, il y a des conflits d'intérêts majeurs, puisque ce sont les laboratoires pharmaceutiques qui sont à l'origine des études en question. Je rappelle qu'en France, la prégabaline et la duloxétine n'ont pas d'AMM d'autorisation de mise sur le marché pour la fibromyalgie. Et puis, il y a aussi des calculs de coûts, des comparaisons de coûts qui sont faites en fonction des professionnels de santé qui prennent en charge des patients. Et là, il y a quand même quelque chose qui émane de la littérature, même si elle n'est pas si abondante, c'est que être prise en charge par un médecin, c'est bien, mais être prise en charge par un infirmier, et notamment ce sont des travaux qui sont faits dans des pays comme en Hollande ou en Angleterre. On a des infirmiers de pratique avancée, qui sont des infirmiers spécialisés dans la prise en charge de maladies chroniques, qui prennent du temps pour prendre en charge le patient. Et il semble s'avérer que cette prise en charge par des personnels infirmiers soit finalement sans doute plus efficace pour le patient et moins coûteuse pour la collectivité. Et puis après, on a des analyses coût-efficacité qui sont des analyses qui mettent au regard des efficacités de prise en charge avec les coûts afférents. Là, on n'a absolument pas de conclusion qui puisse être univoque. Les résultats divergent complètement. On a des méthodologies complètement distinctes et, comme je vous le disais, beaucoup de conflits d'intérêts. Là où il y a un élément important dans la littérature, ce sont les analyses coût-utilité, qui sont des analyses qui mettent au regard des années de vie en bonne santé par rapport à des coûts et qui comparent des prises en charge sur ces 2 critères. Et là, on voit sur quelques études, et là il faudrait en faire davantage et probablement en France, qu'il y a des résultats très très prometteurs sur l'importance des thérapies comportementales et psychoéducationnelles, et notamment des études, les Espagnols ont beaucoup travaillé là-dessus. Donc,
la recommandation que le comité d'experts a autour de ça, c'est de dire il faut absolument favoriser, organiser la prise en charge dans des nouvelles formes d'organisation de soins, que ce soit les centres, qui ne sont pas, elles, des nouvelles modalités formes d'organisation, mais les centres de prise en charge de la douleur chronique, évidemment, les maisons de santé pluriprofessionnelles qu'on voit de plus en plus, où sont regroupés les professionnels de santé, médecins généralistes et autres professionnels qui travaillent ensemble et qui peuvent prendre en charge ces patients, et puis les infirmières de pratique avancée. Merci. Merci Nathalie. On a dépassé un petit peu le temps, mais bon, je pense que c'était nécessaire parce qu'un exposé sur l'économie de la santé, et l'économie en général, c'est pas tout à fait fréquent et les internautes sont ravis de la présentation. Donc, je n'ai pas coupé. Donc, je remercie aussi les autres, bien sûr, d'avoir fait une synthèse très didactique de tout leur travail sur de l'expertise à la fibromyalgie. Et donc, on a beaucoup de questions, des questions qui concernent la fibromyalgie et le travail pour Yves Roclore. Ce que j'en retiens des questions des différents patients qui sont intervenus, c'est qu'il y a une hétérogénéité qui ressort de leurs questions. Donc, selon qu'on soit en emploi dans la fonction publique, dans le privé, qu'on ait un médecin du travail, qu'on n'en ait pas quand on est travailleur indépendant. Et puis, les propositions et les stratégies d'adaptation de l'emploi qui sont très différentes aussi d'une personne à l'autre. Et puis, il revient aussi la formation du médecin du travail, sa sensibilité à la fibromyalgie ou pas. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Est-ce qu'on a des études sur, par exemple, sur la représentation qu'ont les médecins de la fibromyalgie en médecine du travail? À ma connaissance, non. Je ne crois pas. Parce que d'abord, c'est assez particulier au système français, qui est très différent des systèmes anglo-saxons. Et l'essentiel de la littérature est anglo-saxonne. Je pense qu'il y a eu par contre des travaux sur la sensibilité des médecins par rapport à la fibromyalgie. Il n'y a pas de raison que la sensibilité des médecins du travail soit différente de celle des autres. Donc on va avoir probablement des points de vue sur la douleur, sur la gêne fonctionnelle qui est variable d'un médecin à l'autre, avec plus ou moins de bienveillance. Et on avait souligné dans l'expertise la nécessité de former, sans doute d'informer. Alors, il faut bien dire que la fibromyalgie, ce caractère polymorphe et surtout extrêmement variable dans le temps, rend le maintien en emploi particulièrement difficile. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir une adaptation d'une situation de travail qui tient un moment et qui ne va plus tenir dans le temps, ou qui va tenir certains jours. Donc on va souvent vers des temps partiels, en fait, dans ce système-là. Donc ça peut... Je comprends qu'il y ait beaucoup de questions, parce que c'est un sujet difficile, on le sait, que c'est pour ça qu'on l'avait mis en avant, parce qu'il faut qu'on progresse sur cet élément-là. Il me semble qu'il faut aussi, l'expertise qu'on contribuera à ça, former les employeurs. Je pense qu'on peut avoir un regard plus bienveillant. On le sait sur l'après-maladie chronique, on le sait sur le cancer, que le regard des collègues, mais aussi du chef d'entreprise ou du chef de service sont importants. L'accès à la médecine du travail, il est en difficulté en France dans certains secteurs. Les indépendants n'ont pas de médecin du travail. Par contre, il y a des centres de consultation de pathologie professionnelle dans tous les CHU de France qui ont un volet maintien en emploi. Et les patients indépendants ou sans médecin du travail peuvent contacter certaines femmes de ménage en CESU, où il y a beaucoup de patients qui n'ont pas d'accès à un médecin du travail, peuvent s'adresser à ces centres qui peuvent les recevoir. Nous, on fait ça régulièrement. Donc ça peut être un élément, mais ça ne sera pas toujours la clé du maintien. Il y a une étude qui dit, pour se maintenir au travail, c'est une lutte quotidienne. Une très belle étude suédoise qui montre ça. Et je crois que c'est ça. Les questions témoignent de ça. Tout à fait. Il y a aussi des questions sur la représentation de la maladie, la différence homme-femme, le côté maladie de femme. Et qu'est-ce qu'on peut proposer pour essayer de faire changer un peu cette représentation? Alors ça, c'est pas évident puisque on l'a vu, c'est une représentation séculaire finalement, mais ces nouveaux critères qui font tomber le sex ratio montrent que, en tout cas dans les faits, ça peut changer. Et du coup, il faudra communiquer, informer sur cette évolution.
de manière à accélérer peut-être un changement qui devrait arriver d'une meilleure conformité entre les représentations et les faits qu'on peut constater dans les différentes études. J'ai une question aussi sur la qualité de vie. Est-ce qu'on a des études qui évaluent la qualité de vie tout au long de la vie du patient? Est-ce qu'elle est fluctuante? Comment elle évolue? Est-ce qu'elle s'altère en fonction du temps ou est-ce qu'elle peut s'améliorer? Alors non, justement, c'est une limite qu'on a soulignée aussi ce matin, c'est le vrai manque d'études longitudinales qui va suivre l'évolution du statut du patient sur des aspects cliniques, mais aussi sur les aspects de sa qualité de vie. On peut retrouver de façon ponctuelle 1, 2 études qui vont avoir cherché à documenter cela, mais sur un court terme, sur l'échelle d'une année, parfois suite à la mise en place d'une nouvelle stratégie thérapeutique, mais ça reste beaucoup trop ponctuel pour être généralisé et comme je le disais tout à l'heure, avec de toute façon des limites méthodologiques qui souvent vont nous rendre prudents sur l'interprétation et en tout cas sur le moyen terme, non, on va rien trouver. Merci. Oui, j'ai une question aussi sur un peu l'organisation des soins. Est-ce qu'il est envisagé en France que la prise en charge de la fibromyalgie puisse se faire par un infirmier de pratique avancée? Ce serait bien que ça puisse se faire sans doute. Alors, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que l'infirmier de pratique avancée, c'était, il me semble, dans une loi, je ne sais plus si c'était la loi HPSC, mais enfin c'est une loi qui date déjà d'il y a quelques années maintenant. Les décrets d'application de la création du statut d'infirmier de pratique avancée sont passés il y a 1 an peut-être maintenant, et donc les facultés depuis l'année dernière, les facultés de médecine depuis l'année dernière et que depuis l'année dernière et cette année, mettre en place des enseignements pour former les infirmières de pratique avancée. Donc c'est quand même quelque chose de très très récent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, mais ça va se faire. C'est-à-dire que évidemment que là c'est parti, et c'est parti sur le modèle hollandais ou sur le modèle anglais. Qui sont vraiment des infirmières qui sont spécialisées dans la prise en charge de maladies chroniques. Alors, pas spécifiquement de la fibromyalgie, mais pourquoi pas la fibromyalgie? Et je pense qu'on doit œuvrer dans nos recommandations sans doute pour le faire. Mais effectivement, ce seront des infirmières qui seront spécialisées dans des prises en charge d'affections chroniques, peut-être dans du renouvellement de médicaments, dans de l'analyse de l'analyse fonctionnelle, l'évolution de la douleur, enfin bref, une prise en charge avec des formations spécifiques. Mais oui, on peut l'imaginer. On peut l'imaginer notamment dans le cadre des maisons de santé pluriprofessionnelles, qui sont, il y a les centres de la douleur chronique bien sûr, mais il y a les maisons de santé pluriprofessionnelles qui émergent, enfin pas qui émergent, il y en a de plus en plus en France, où ce sont vraiment des endroits où les médecins généralistes travaillent avec d'autres professionnels de santé, des infirmières, des diététiciennes, des kinésithérapeutes, etc. Et il y a une prise en charge coordonnée du soin qui est de plus en plus importante. Et sans doute que les infirmières de pratique avancée interviendront dans ces structures, en tout cas à moyen terme. D'accord, merci. Je pense qu'on va clore la session là, puis prendre une petite pause pour le déjeuner. Je vous remercie encore beaucoup de votre intervention. Et puis je remercie aussi tous les internautes qui posent beaucoup de questions et qui sont vraiment très participatifs et qui apprécient vos exposés. Voilà, merci.